Bonjour, bienvenue au MOOC des villes africaines, environnement et enjeux de développement. Aujourd'hui, nous traiterons de la problématique de l'assainissement pluvial dans les villes africaines. Les inondations dans les villes d'Afrique subsaharienne sont des phénomènes de plus en plus fréquents. La maîtrise et la gestion des eaux pluviales deviennent donc aujourd'hui un enjeu fort pour les élus locaux, responsables de l'aménagement urbain, soucieux d'assurer la sécurité et le confort de leurs administrés. Mieux gérer le ruissellement, c'est non seulement lutter contre le risque d'inondation, mais aussi contribuer à limiter les rejets polluants au niveau du milieu naturel. Dans cette leçon, nous allons dans un premier temps présenter les principaux enjeux liés à la gestion des eaux pluviales en milieu urbain, ainsi que les caractéristiques des ouvrages utilisés pour le drainage des eaux pluviales. Dans un troisième temps, nous analyserons les facteurs contraignants liés au fonctionnement des réseaux. Et enfin, nous terminerons par la présentation de quelques solutions innovantes pouvant améliorer la gestion des eaux pluviales. Concernant les enjeux, nous pouvons dire que l'urbanisation croissante du continent africain s'accompagne de nouveaux défis en matière de gestion des eaux pluviales. La pluie est un élément vital pour l'homme et son environnement. Cependant, les épisodes pluvieux peuvent engendrer des volumes et des flux d'eau qui sont parfois difficiles à maîtriser. Les eaux de pluie ont des impacts notamment sur la santé, car les inondations et les mares stagnantes constituent des risques sanitaires pour les habitants à cause des épidémies, des dommages corporels et matériels et des gènes qu'elles peuvent engendrer. Sur le foncier et les équipements urbains, les écoulements violents d'eau pluviale et la stagnation de l'eau suite aux précipitations peuvent détériorer, voire détruire le milieu urbain. À travers les glissements de terrain, la dégradation ou la destruction des habitations, des bâtiments et autres équipements publics fournissant les services de base. Quant à l'impact sur l'environnement, les eaux pluviales en contact avec les eaux usées, les déchets solides, la voirie urbaine, se chargent de polluants susceptibles d'être à l'origine des contaminations du milieu naturel lors de leur rejet sans traitement. Quelles sont les principales caractéristiques des réseaux mis en place pour la gestion des eaux pluviales dans les villes africaines? Les villes africaines ont pour la plupart hérité du concept dit hygiéniste de l'assainissement pluvial, basé sur l'évacuation rapide des écoulements à travers un réseau de conduites ou de caniveaux qui convergent vers un exutoire afin qu'ils ne provoquent pas d'inondation. Le réseau de collecte des eaux pluviales est hiérarchisé à 3 niveaux. Un réseau primaire constitué de collecteurs bétonnés à ciel ouvert ou enterrés, des marigots intermittents ou des chéneaux aménagés ou non. Un réseau secondaire constitué de caniveaux situés le plus souvent le long de la voirie. Certains sont couverts par des dalles. D'autres sont à ciel ouvert. Un réseau tertiaire de fossés en terre ou maçonnés. Ce réseau de drainage pour la plupart des villes couvre de manière partielle le territoire communal. Les ouvrages sont généralement réalisés dans le cadre de la construction de nouvelles voies, de la réhabilitation des voiries existantes ou de la viabilisation des zones à urbaniser, ou de façon marginale par des particuliers. Si le choix du concept hygiéniste se justifie a priori dans des pays ou villes où prédominent encore les maladies hydriques, le fonctionnement des réseaux existants est soumis à des contraintes. Quelles sont donc ces contraintes? En effet, ce modèle de réseau rencontre des contraintes qui sont à l'origine des dysfonctionnements observés sur ces équipements. Les contraintes sont de plusieurs ordres. Les premières sont d'ordre naturel. En effet, le régime pluviométrique de l'Afrique subsaharienne rend l'évacuation des eaux pluviales plus difficile et plus onéreuse car elle nécessite des ouvrages de dimensions plus importantes.
Les risques d'inondation dépendent aussi des fluctuations du niveau des cours d'eau. Par ailleurs, les spécialistes pensent que les changements climatiques vont entraîner dans certaines zones des périodes de sécheresse ou de précipitations importantes et violentes. Ces dernières feront courir des risques importants d'inondation. Les caractéristiques du bassin versant, relief, taille, nature du sol, plan d'occupation des sols, comme nous pouvons le voir sur ces images, influent sur le choix des options techniques de drainage. La première contrainte liée à l'urbanisation concerne l'extension et la densification des zones urbaines. Avec un taux d'accroissement naturel d'environ 4%, on est face à une extension et une densification de l'espace urbain qui va engendrer des zones périphériques dépourvues d'un système d'assainissement pluvial. Dans ces zones, le drainage se fait par des chéneaux d'écoulement naturels vers des cuvettes, excavations ou zones plus basses où les eaux de ruissellement sont éliminées lentement par infiltration et ou par évaporation. Cette urbanisation croissante, avec notamment le développement de l'habitat et de la voirie revêtue, contribue à accroître le taux d'imperméabilisation des sols. Cette situation est à l'origine de l'augmentation des flux d'eau de ruissellement, limitant ainsi les possibilités de recharge des nappes phréatiques. La seconde contrainte liée à l'urbanisation concerne la dégradation ou l'absence de couvert végétal en amont et à l'intérieur de l'espace urbain. En effet, en amont, elle contribue à accroître le ruissellement des eaux du bassin versant et à l'intérieur de l'espace urbain, elle entraîne l'accélération de la vitesse et l'augmentation du volume des eaux de ruissellement. Cette situation est à l'origine de l'érosion des sols, des glissements de terrain et coulées de boue, et aussi au colmatage des réseaux dus au transport de détritus solides. Enfin, la troisième contrainte liée à l'urbanisation concerne l'absence de planification et la non-maîtrise du foncier. Celles-ci sont à l'origine d'un développement urbain anarchique et incontrôlé. Ainsi, plusieurs quartiers se sont développés ou se développent dans des zones non constructibles car inondables. Ces espaces, marécages, bas-fonds ou zones d'érosion, sont prisés non seulement par les habitants à faible revenu, mais aussi par d'autres personnes à revenus modestes, voire aisés. En se densifiant, ces espaces causent d'énormes problèmes, tels que inondations, glissements de terrain, destruction des habitations, gênes, comme nous pouvons le voir sur ces images. Quant aux contraintes liées à la gestion des eaux pluviales, elles sont liées, d'une part, au manque de connaissances. En effet, dans de nombreuses villes, les données pluviométriques manquent ou sont obsolètes ou inaccessibles. Et lorsqu'il en existe, celles-ci sont sujettes à controverse car les instruments de mesure ou le dispositif de collecte ne sont pas fiables. Par ailleurs, les options alternatives et complémentaires existantes sont peu connues et encore moins appliquées dans les pays africains. Et d'autre part, ces contraintes sont dues au manque de coordination entre les acteurs du secteur et à l'inadéquation entre la planification et les capacités locales. Plusieurs villes se sont dotées de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales, mais ils n'ont été partiellement, voire pas du tout mis en œuvre à cause du coût très élevé des options techniques proposées, qui dépassent de loin les capacités d'investissement des municipalités et des États. Bien que destiné à l'évacuation des eaux pluviales, le réseau est aussi utilisé pour l'évacuation des eaux usées domestiques ou sert de réceptacle aux déchets ménagers. Ces pratiques sont courantes dans les zones d'habitat ou les quartiers dépourvus d'ouvrages d'assainissement reliés à une fosse ou d'un système adéquat de gestion des déchets solides. Elles demandent à ce que soient développées non seulement des techniques d'entretien appropriées, mais aussi des actions portant sur la sensibilisation des usagers au fonctionnement convenable des réseaux. Les ouvrages de drainage sont de véritables césures au cœur des quartiers qui exigent l'implantation des ouvrages de franchissement. Ces ouvrages permettent en effet de rétablir une fluidité du trafic pour les riverains et autres usagers des voies attenantes.
Leur absence ou leur nombre insuffisant amène certains riverains à faire des aménagements clandestins en certains endroits du tronçon. Ces passerelles bricolées sont faites de bois et de matériaux de récupération sur pieux ou sur planches posées sur des briques et présentent des inconvénients. La sécurité des usagers en raison de l'absence de garde-fous n'est pas assurée et ces derniers ne sont pas à l'abri d'une chute ou d'un accident. Et l'écoulement des eaux est entravé par ces ouvrages qui forment progressivement des petits barrages au cœur des canaux. Les ouvrages de drainage nécessitent en outre un entretien ou une maintenance à des coûts élevés avec des moyens mécaniques ou manuels. La plupart du temps, cela n'est pas assuré de manière régulière, faute d'organisation et de moyens au niveau des services techniques municipaux ou centraux. Enfin, le non-respect des règles d'art pour la réalisation des infrastructures est à l'origine des inondations en aval et des dommages. Les inondations et les érosions dues au ruissellement des eaux pluviales affectent de manière considérable les populations et l'économie urbaine. Pour faire face à ces grands défis, quelques solutions innovantes existent. Elles ont été mises en œuvre dans quelques rares cas en Afrique subsaharienne. Elles peuvent être regroupées en 4 grandes catégories. La première concerne les mesures sur les contraintes naturelles. En effet, la maîtrise de l'eau de ruissellement en amont permet de réduire considérablement les volumes d'eau à évacuer et d'offrir des opportunités au développement de l'économie locale en favorisant par exemple l'agriculture, l'aquaculture ou le reboisement. Par ailleurs, la réduction des pentes ou la construction des murs en béton renforcés par la stabilisation des pentes permet de limiter les phénomènes d'érosion. La seconde catégorie de mesures vise à améliorer la gestion de l'espace urbain. Il s'agit par exemple de promouvoir la collaboration entre les différents services en vue d'harmoniser les interventions en matière de gestion des eaux pluviales, de développer des approches multisectorielles en combinant les actions eaux pluviales avec d'autres actions liées aux services de base, par exemple améliorer la gestion des déchets solides, et d'appliquer la gestion intégrée des eaux urbaines. Cette approche se base sur la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des ressources en eau au contexte urbain. La GIR vise à aborder l'ensemble des problématiques liées à l'eau urbaine sous toutes ses formes et ce de manière intégrée à l'échelle du bassin versant. Certes, c'est une méthode efficace de gestion des eaux urbaines, mais elle nécessite une méthodologie longue et complexe. Les mesures pour améliorer la gestion des eaux pluviales consistent à renforcer les capacités des services techniques car les activités en matière d'entretien et de maintenance sont fondamentales pour assurer un bon fonctionnement d'un système de drainage et leur absence entraîne une perte de capacité, voire une détérioration des ouvrages. Utiliser des techniques alternatives pour gérer les eaux de pluie a de nombreux avantages. Selon la technique utilisée, on peut soit valoriser l'eau comme ressource, soit la retenir pour favoriser son infiltration en vue de pallier à l'inefficacité d'un réseau d'évacuation. Ces solutions contribuent à terme à limiter les épisodes d'inondation et la création des mares stagnantes ainsi que le rejet d'eau polluée dans le milieu. Par ailleurs, l'utilisation des pavés poreux permet de maîtriser le flux des eaux de ruissellement. Il en est de même de l'utilisation des rues et routes comme système de drainage. Les bassins de rétention en amont des villes ou intégrés au réseau d'évacuation des eaux pluviales existent dans de nombreuses villes africaines. Ils permettent de réguler les flux des eaux de ruissellement et offrent des opportunités à l'essor de l'économie locale. Enfin, selon la nature du terrain, le reboisement et la rétention collinaire peuvent être envisagés. La dernière catégorie de mesures vise les usagers ou les habitants. Il s'agit par exemple de développer des stratégies de prévention et de limitation des risques liés aux inondations par des mesures préventives, comme ce fut le cas au Sénégal en 2004, où un programme national de prévention des inondations et de protection des localités exposées a été initié.
Il a préconisé un certain nombre d'actions telles que la construction de digues, de protection, de canaux et de stations de pompage, l'aménagement des bassins de rétention collinaires, le transfert des quartiers implantés dans des zones inondables sur des sites viabilisés. D'autres mesures sont envisageables, telles le relogement temporaire des habitants d'une zone d'inondation sous des tentes ou la protection individuelle et spontanée. En effet, certains habitants développent de manière spontanée des solutions individuelles pour se protéger des eaux pluviales et faire face au dysfonctionnement et ou à l'absence de réseaux de drainage d'eau pluviale, comme la construction des barrages ou des digues à l'aide de sacs en jute remplis de terre. L'amélioration du terrain ou de la maison, comme la construction sur pilotis ou l'élévation des fondations, le scellement des portes, le rehaussement des installations électriques ou encore l'utilisation de matériaux résistants sont autant d'autres mesures que prennent les habitants pour se protéger des risques d'inondation. La protection du quartier peut aussi se faire à travers la construction de murs de protection ou de digues à l'échelle de la maison ou du quartier. Le colmatage ou l'ouverture de tranchées dans les infrastructures de manière volontaire afin de se protéger des débordements d'eau. Enfin, il faut impliquer les ménages les plus vulnérables dans la gestion et le développement du service et impliquer aussi les habitants d'une manière générale dans la réalisation et la gestion des ouvrages. En conclusion, nous pouvons dire que gérer les eaux pluviales en milieu urbain consiste à prendre un ensemble de mesures pour une meilleure maîtrise des volumes et des flux d'eau générés par les pluies et les ruissellements dans les espaces urbanisés. Cela nécessite de mettre en place des équipements, d'assurer leur entretien et bon fonctionnement. Mais ces actions à elles seules ne suffisent pas. Il faut en plus améliorer les conditions d'hygiène liées aux pratiques et comportements des habitants, promouvoir des comportements adaptés tels que le non-rejet des ordures ménagères et eaux usées dans les canalisations et enfin préserver l'environnement. Au revoir et à la prochaine leçon sur l'accès à l'eau potable et assainissement dans une ville secondaire au Tchad, une étude des cas.